Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons pas mal de news cette semaine-ci, notamment le fait que Google, Microsoft et d'autres grosses entreprises veulent arrêter de tout simplement utiliser des mots de passe et du coup vont mettre en place des systèmes d'authentification en conséquence qui existent déjà. Donc ça c'est plutôt intéressant. Nous avons aussi des gens qui se sont dit tiens, une RTX 3090 Ti, elle consomme pas mal mais on peut faire plus. Et si on la poussait à 800 watts, ce serait pas mal. Donc ça, c'est intéressant, je suppose. On a aussi à peu près une date vers laquelle on devrait voir arriver les cartes graphiques Intel de PC fixe. Ça, c'est très intéressant par contre. Et d'autres petites news. Vous avez la table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Commençons tout de suite. La première news de la semaine, c'est que cette vidéo est sponsorisée par vous. Enfin, peut-être vous. Je ne sais pas si c'est exactement la personne qui regarde cette vidéo que je pointe du doigt. Mais j'ai enfin débloqué un truc que j'attendais depuis longtemps sur YouTube. J'avais même suggéré. Sur YouTube, vous avez ce qui s'appelle des super thanks, ou plutôt des super chats. Oui, des super chats. C'est en gros en stream si quelqu'un fait un tips. Voilà. Donc c'est un petit peu comme les tips sur Twitch et tout ça, sauf que ça s'affiche sur le chat et tout. Et ça s'affiche plus longtemps, plus la personne fait un tips haut. Enfin bref. Une autre fonctionnalité qui existe, qui est similaire, c'est quelque chose que j'avais suggéré en 2017, il me semble. Donc ça a pris du temps avant que ça arrive, ma foi. Et c'est les Super Thanks. Le Super Thanks, c'est du coup un bouton qui est apparu maintenant, vous devez le voir sur toutes mes vidéos. Et si vous cliquez dessus, ça vous permet de faire une petite donation pour remercier cette vidéo. Alors, je ne vais pas être là pour vous quémander de faire des tips, tout simplement, je vais être très honnête. Mais si une vidéo est très utile pour vous, elle vous a permis de sauver de l'argent et tout ça, ben, n'hésitez pas, le bouton est là juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à dire merci parce que vous mettez ce que vous voulez. Et puis après, vous pouvez envoyer un petit tips pour soutenir la chaîne. Donc un grand merci à vous d'avance si vous le faites. Et du coup, pour ceux qui ne peuvent pas le faire et qui n'ont pas les moyens, ce n'est pas grave, ne vous sentez pas mal de ne pas pouvoir le faire. Si vous regardez déjà les vidéos et que vous laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire constructif, ça permet déjà de soutenir la chaîne. Merci à vous. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je sais qu'il y en a qui ne s'abonnent pas parce qu'ils regardent les vidéos non abonnés, mais ça ne fait pas de mal de s'abonner aussi. Bref, pour être sûr de ne pas manquer les vidéos par exemple. Enfin bref, donc ça c'était la première news. Pour la deuxième news de la semaine, nous allons faire une mini review du Xiaomi 12X, qui est une version moins chère du Xiaomi 12, qui est leur nouveau flagship, pour en tout cas cette partie-là de l'année. Ils ont aussi une version 12 Pro. Pour rester indépendant, et c'est quelque chose que j'essaie de faire de plus en plus, ce téléphone n'a pas été fourni par la marque, il a été fourni par un site de vente, donc je tiens quand même à le citer par respect pour eux, c'est Eka. C'est un site d'import pour ceux qui se demandent, donc ça vous permet d'importer des téléphones depuis Hong Kong. C'est ce que j'ai fait pour mon Galaxy S22 pour avoir la version Snapdragon notamment. Il me semble pas qu'ils ont le Galaxy S22 dessus par contre. Tenez compte qu'ils n'auront pas tout. Ils ont par contre par exemple le dernier OnePlus, donc ça c'est intéressant. Donc vous payez en dollars, mais il faut tenir compte que ça inclut aussi la TVA. Ils le disent, include EU VAT, donc ils prépayent la TVA pour être sûr pour vous. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et en général, les prix sont réellement moins chers. Donc si vous recherchez un téléphone, si vous voulez acheter celui-là, spoiler alert, selon moi, vous ne devriez pas l'acheter. Mais si vous voulez acheter un téléphone et qui n'existe qu'en Chine, par exemple, ça peut être plutôt intéressant. Donc vous aurez un lien dans la description, quoi qu'il arrive, vers leur site. Ça pointera vers ce téléphone. Quoique, je mettrai peut-être un lien vers le site directement, si vous êtes intéressé. En attendant, passons à la review de ce téléphone. Et pourquoi vous ne devriez pas l'acheter, parce que j'ai dit que vous ne devriez pas l'acheter, c'est qu'il est à peine moins cher que le Xiaomi 12, et pourtant il fait énormément de sacrifices. Déjà, vous avez seulement, je sais, un Snapdragon 870. En temps normal, personnellement, ça ne me dérangerait pas, parce que le 870 est plutôt efficace au niveau énergétique, et tient encore la route même à l'heure actuelle. Le seul problème, c'est que derrière, ils ont fait encore plus de sacrifices. Vous n'avez pas le chargement sans fil, un autre sacrifice. Aussi, vous n'avez pas de certification à la résistance à l'eau dessus. Un autre sacrifice. Ça continue. Vous n'avez pas le même cycle d'update que sur les Xiaomi 12 et 12 Pro. Donc, c'est-à-dire que vous n'aurez pas autant de mises à jour de sécurité et de mises à jour Android. D'ailleurs, et ça c'est une honte, il est livré. C'est un téléphone qui vient de sortir là un peu plus d'un mois, même quelques semaines. Et il est livré avec Windows Android 11. Oui, pas Android 12. C'est extrêmement stupide. Je ne sais pas pourquoi Xiaomi ne met pas Android 12. Et ça vous donne une vision du futur. Parce que s'il a déjà pas Android 12 à la sortie, quand est-ce qu'il l'aura?
Et juste pour vous indiquer, j'ai fait toutes les mises à jour, normalement en tout cas qui sont arrivées. Il est même sur la mise à jour de sécurité qui date de février. Je peux comprendre qu'il soit coincé sur Android 11, mais le fait qu'il n'ait même pas la dernière mise à jour de sécurité qui sort chaque mois pour information, ça c'est plutôt mauvais. Donc, personnellement, rien que pour ça, je l'éviterai. Maintenant, il a d'autres problèmes. C'est qu'il a d'assez gros sacrifices, surtout au niveau de la partie photo par rapport au Xiaomi 12, qui se débrouille beaucoup mieux. Même si vous êtes très intéressé au niveau photo, le Pixel 6 est un meilleur achat selon moi, qui est pour le même prix. Mais je tiens à le noter que si vous voulez vraiment un téléphone Xiaomi, le Xiaomi 12, version non X, coûte 100 € plus cher et vous avez de bien meilleures photos. Il a aussi, il semblerait, quelques problèmes de photos. J'ai vu ça sur notamment Android Authority, qui avait eu des gros problèmes de photos. Personnellement, j'ai pas trop eu de problèmes, mais ils avaient des problèmes de double stacking notamment. Donc les images étaient bizarrement floues et tout. Donc ça ne donne pas envie de l'acheter. Surtout avec le fait qu'encore une fois, ils mettent du temps à le mettre à jour. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont créé ce téléphone. Maintenant, j'étais assez intéressé quand même de le review, il faut le savoir. Hein. Je n'ai pas demandé ce téléphone au site Eka juste pour littéralement le critiquer comme pas possible. Pour moi, il était intéressant dans le sens que vous avez un écran de 6,2 pouces, si je me souviens bien, qui est assez compact, comme vous pouvez voir. Hein, dans ma main, même par rapport à un Galaxy S22 Ultra. Bon, ça, c'est un énorme téléphone, mais vous voyez, par rapport à un Galaxy S22 Ultra, c'est beaucoup plus compact. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent des smartphones modernes qui sont compacts. Et il y en a de moins en moins. Donc ça, c'était une option plutôt intéressante. Mais à cause de ses défauts, c'est beaucoup moins intéressant. Donc, j'étais assez intéressé de le review, mais finalement, avec les défauts qui sont rajoutés l'un par-dessus l'autre, c'est pas un mauvais téléphone, je tiens à le préciser, c'est pas un mauvais téléphone, c'est juste que c'est un mauvais téléphone pour plus de 500 €. Et c'est le prix qu'il est vendu. S'il était vendu 300, allez, même un petit 400 €, là je dirais, oh c'est un bon téléphone, vous pouvez l'acheter, surtout s'il règle les problèmes de caméra, pour la plupart des gens, vous pourriez l'acheter, mais au-dessus de 500 €, c'est juste très dur de le vendre. Donc ouais, si vous êtes vraiment intéressé, plus photo, Pixel 6, si vous voulez vraiment un téléphone Xiaomi qui se débrouille beaucoup mieux et qui a un meilleur processeur et tout ça, prenez la version 12, voire même la 12 Pro, et du coup vous en sortirez beaucoup mieux, croyez-moi. Oui, d'ailleurs, ils ont la version 12 et la version 12 Pro sur le site, pour ceux qui seraient intéressés. Donc, ouais. Mais merci Eka d'ailleurs d'avoir fourni, ce n'est pas sponsorisé, et d'ailleurs le lien que je mets dans la description ne me fait rien toucher. Ce n'est pas un lien affilié même, donc je tiens à le préciser. C'est vraiment pour moi une façon de rester indépendant, de plutôt travailler avec les sites de vente plutôt que de travailler avec une marque directement. Parce que quand je travaille avec un site de vente, au moins je peux dire ce que je veux sur le produit, et ça c'est cool. Ou donner des alternatives sur le site de vente. Et il me semble qu'il doit y avoir pas mal d'alternatives, justement. Bref, passons au reste des actualités. Alors passons à la première news de la semaine qui n'inclut pas une mini-review ou une news de la chaîne, et c'est le fait que Apple, Google et Microsoft veulent créer un monde sans mot de passe. Ils en ont marre des mots de passe et ils voudraient s'en débarrasser d'ici quelques années. Et pour cela, ils se sont mis ensemble pour créer un nouveau standard qui, en cours, s'appellera Passkey. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que j'utilise du coup à la place de mon mot de passe? Il existe déjà pas mal d'options. Vous avez d'abord la reconnaissance d'empreintes digitales qui marche très bien. Vous avez des applications d'authentification, par exemple Google Authenticator, qui existent et d'autres entreprises en ont. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des clés USB, par exemple YubiKey, qui vous permettent de vous authentifier sans entrer en mot de passe. Et ça marche plutôt bien. Ou on pourrait même avoir la possibilité de vérifier votre identité simplement si votre téléphone est à proximité de votre ordinateur et est connecté via le Bluetooth. Parce que, évidemment, c'est votre téléphone, donc normalement, personne d'autre n'a votre téléphone. Et on tient compte que votre téléphone, vous devez le déverrouiller, hein, évidemment, et que du coup, vous ne pouvez pas le déverrouiller si vous n'avez pas votre empreinte et tout ça. Tenez-en compte. Donc, c'est pas, quelqu'un ne peut pas prendre votre téléphone verrouillé et puis aller vous connecter à un site web. Mais voilà, il existe déjà pas mal d'options et ça permettrait de se débarrasser des mots de passe. Le truc, c'est que les mots de passe utilisés correctement, c'est plutôt sécurisé. Le problème, c'est que la plupart des gens n'utilisent pas correctement les mots de passe. La plupart des gens, ils créent un mot de passe
qui est bien souvent pas très compliqué à deviner. On met notre date de naissance dedans, ou la date de mariage, ou des trucs dans le genre, et puis on utilise ça comme mot de passe partout. Ils le mettent sur le compte de banque, sur leur email, et sur les sites un petit peu chelous qu'ils trouvent comme ça sur le web. Donc, par exemple, des petits sites de vente qu'ils connaissent à peine, des sites recommandés par d'autres personnes et tout ça. Le problème, c'est que si un seul de ces sites a des intentions malveillantes, c'est déjà fini. Votre mot de passe, il n'est plus sécurisé. Ils ont déjà récupéré votre mot de passe dès que vous l'avez entré pour créer votre compte. Et si vous l'avez mis partout, eh bien, ils ont accès honnêtement à votre banque. Bon, la banque en général vérifie avec d'autres systèmes derrière. Mais ils auront certainement par contre accès à pas mal de choses, y compris votre email. Donc si vous n'avez pas une double authentification sur votre email, là ils ont accès à peu près tous vos comptes. Et ils peuvent reset tous les mots de passe de tous vos comptes pour vous verrouiller en dehors de tout ça. Donc oui, le problème des mots de passe, c'est ça. Les gens n'utilisent pas les mots de passe correctement. Les gens créent un mot de passe et puis après, c'est fini, on n'en utilise plus. Donc, je sais qu'il pourra avoir des failles de sécurité qui fait qu'un système d'empreinte digitale n'est pas vraiment sécurisé. Il pourra avoir des failles de sécurité, par exemple au niveau du système SMS, ça existe, hein, la vérification, la double authentification par SMS n'est pas totalement sûre. Mais le truc, c'est que ça requiert déjà beaucoup plus d'efforts. On va dire, trouver le mot de passe de quelqu'un, c'est même pas du hacking, c'est juste du social engineering qu'on appelle ça. Donc, vous essayez d'attirer la personne dans un piège, de faire créer un compte sur un site web, ou même, ça se fait beaucoup maintenant, vous créez un faux site web, un faux googledoc.com, et la personne se connecte dessus, il est obligé d'entrer son mot de passe Google. Et une fois que vous avez le mot de passe, ben, voilà, vous avez le mot de passe à peu près pour tout, parce que, encore une fois, la plupart des gens utilisent un seul mot de passe. Donc, yep. Quoi qu'il arrive, pour la plupart des gens, ce sera beaucoup plus sécurisé. Et c'est pour ça qu'ils veulent se débarrasser des mots de passe. Et je suis assez d'accord, parce que je peux vous le dire, que je le vois souvent et j'engueule à chaque fois les membres de ma famille quand ils me disent qu'ils utilisent le même mot de passe partout. Je leur dis, mais non, c'est pas ça qu'on fait. On crée un mot de passe unique pour chaque site, mais bon. Dans tous les cas, ça va prendre du temps pour que ça arrive, mais le but de ce standard et le fait que Apple, Google et Microsoft travaillent ensemble, c'est qu'ils vont vous permettre de vous connecter à tous les comptes, à tous les services Apple, tous les services Google et tous les services Microsoft sans utiliser de mot de passe. Donc vous aurez toujours une option pour vous connecter via empreinte digitale ou double authentification directement et ne plus entrer à chaque fois un mot de passe. Parce que même si vous connectez, Google a la double authentification depuis des années, mais même si vous avez la double authentification, vous devez quand même entrer votre mot de passe. C'est toujours le point de départ. Donc là, ils veulent se débarrasser de cette étape. Et moi, je suis totalement pour, évidemment, si c'est fait correctement. Donc, ouais. Et encore une fois, du coup, ce serait votre téléphone qui serait un peu certainement la clé de ce système de connexion. Parce que normalement, votre téléphone est beaucoup plus sécurisé déjà que la plupart des mots de passe que vous utilisez sur des sites web. Et pour ceux qui ont peur de perdre votre téléphone, bien souvent, et ce sera certainement donné comme option, vous aurez la possibilité de créer des codes de secours. Donc, ces codes vous permettent sont des mots de passe que vous pouvez utiliser une fois et vous permettent de vous connecter à votre compte en cas de problème. Et ces codes, évidemment, vous les imprimez et vous les gardez dans un lieu très sûr, chez vous, caché, pour pas que quelqu'un le trouve. Parce qu'il n'y a que vous qui devriez avoir accès. Et c'est vraiment en cas d'urgence. Donc, yep. D'ailleurs, si vous utilisez Google Authentificator, n'oubliez pas de faire des codes de sécurité. Même chose pour Discord, n'oubliez pas de faire un code de sécurité pour vous reconnecter en cas de problème. Je peux vous jurer que ça va vous sauver la vie un jour. Mettez-le juste sur un papier. Mettez ce papier dans un endroit où personne n'ira jamais dans votre maison, à coup sûr. Mettez-le par exemple dans votre tiroir à sous-vêtements, je ne sais pas. Où est-ce que vous voulez. Mettez-le, oui, vraiment un endroit où vous n'allez jamais. Peut-être que pour certains, c'est à côté du balai. C'est fort probable. Dans tous les cas, mettez-le là où la plupart des gens n'iront pas et que ce sera en sécurité. Et du coup, ça vous sauvera, comme je vous le dis, plein de fois la vie. Donc, yep. Personnellement, je suis assez pour ce standard. Il y a certaines choses qui vont faire peur, je pense, aux gens. Et c'est clair qu'il faut qu'ils le fassent correctement. Mais je suis assez confiant sur le fait, encore une fois, que ce sera beaucoup plus sécurisé que les mots de passe que les gens utilisent. Maintenant, on passe à une autre news totalement différente. Et c'est le fait que YouTube Go va être arrêté. Et vous allez me dire, c'est quoi YouTube Go ?
parce que moi aussi j'avais oublié ce que c'était. YouTube Go était un service, ou plutôt une application, qui était destinée aux gens qui ont des très mauvaises connexions. Donc c'était surtout utilisé dans les pays où les connexions sont plutôt mauvaises, ou les connexions dépendent des datas. Je pense notamment en Afrique, bien souvent on n'avait pas beaucoup de connexions terrestres, et du coup la plupart des gens sont connectés à Internet via des antennes 3G, 4G. Et le problème, c'est que ça prend de la bande passante, donc vous ne voulez pas forcément utiliser toute cette bande passante. Donc YouTube Go vous permettait de notamment télécharger des vidéos et de pouvoir les regarder quand vous n'avez pas beaucoup de connexion ou autre. Donc, yep, c'était plutôt pratique, surtout pour les pays qui ont des problèmes de connexion. Et ils vont arrêter de le faire. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour mettre en avant YouTube Premium, certainement. Parce que YouTube Premium a aussi une fonctionnalité qui vous permet de télécharger des vidéos sur votre téléphone et les regarder plus tard. Donc, c'est sûr et certain que c'est pour ça. Et bizarrement, hein, c'est bizarre. Voilà quelques temps, ils ont arrêté de faire. Ils ont fait un cease and desist pour YouTube 27. Ils les ont forcés à arrêter. C'est comme si tout était connecté. Très étrange. Il y a apparemment une application Re27 qui est en train d'apparaître ou autre chose. Donc, ma foi, peut-être qu'il y a des alternatives qui vont arriver. Faites attention de ne pas télécharger n'importe quoi comme APK sur votre téléphone. Toutefois, faites attention à ça. Dans tous les cas, yep, s'il y en a qui utilisent YouTube Go, c'est fini. Et c'est fort dommage, selon moi. Bon, c'est YouTube qui... Alors, le truc, c'est qu'en plus, ils peuvent restreindre les applications par pays. Selon moi, ils devraient toujours garder YouTube Go, mais peut-être le restreindre dans les pays riches. Vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai quand même des problèmes de connexion en France ou autre chose. Mais je suis parfaitement d'accord, mais pour nous, c'est pas le plus grave non plus. Mais dans un pays où vraiment vous avez très peu d'accès aux connexions Internet, c'est beaucoup plus grave. Donc, selon moi, c'est pas forcément une bonne chose. Mais bon, encore une fois, c'est Google qui fait ces trucs. C'est l'habituel Google qui arrête les services quand ils veulent, et puis voilà. Hein. On peut le rajouter du coup au cimetière de Google. Il y a un site web, cimetière de Google, vous pouvez aller voir. Du coup, ma foi, il y a une application de plus maintenant. Ensuite, on passe à une news totalement différente, c'est le fait que GeForce Now a maintenant le support d'Apple Silicon. Donc, ça veut dire que vous pourrez utiliser GeForce Now sur un des nouveaux Mac sans aucun problème. Ou plutôt, il n'y aura pas Rosetta qui tourne derrière et qui prend beaucoup plus de ressources. Donc ça, c'est plutôt une bonne news pour ceux qui veulent jouer sur Mac, parce que les Mac M1 sont très puissants, mais la plupart des jeux ne sont pas faits pour. Il existe Crossover, il me semble, oui, qui est un programme qui permet d'émuler en partie Windows, un petit peu comme Wine, et qui marche plutôt bien, hein, mais ça ne marchera pas aussi bien que si c'était juste un PC Windows. Et du coup, forcément, vous ne pouvez pas forcément avoir Windows sur un Mac, surtout si vous avez une puce M1, ce serait du gâchis déjà. Ça peut être une bonne alternative. J'ai pas encore essayé GeForce Now jusqu'à maintenant, mais plus j'en vois, plus je vois de news dessus, plus je me dis, hey, ça a l'air vraiment bien. Déjà, le fait que vous pouvez utiliser votre propre bibliothèque de jeux, donc vous vous connectez à votre compte Steam et tout ça, et vous pouvez directement utiliser vos jeux que vous avez achetés par vous-même et qui vous appartiennent vraiment. Donc ça, c'est vraiment cool. Et le fait que ce soit supporté sur plein de plateformes, et une plateforme de plus maintenant, surtout pour les utilisateurs Mac, c'est très intéressant. C'est une très bonne chose. Donc peut-être que je devrais essayer GeForce Now. Je pense que GeForce Now et Xbox, le service d'Xbox, sont certainement parmi les meilleurs services de streaming de jeux à l'heure actuelle. Et je parle vrai streaming de jeux sur le web, parce que si vous faites du streaming local, Steam in-home streaming reste un must selon moi. Vous avez aussi Parsec qui marche bien, mais j'ai eu quelques problèmes avec personnellement. Donc, yep. Mais dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont possesseurs de Mac. Donc, c'est-à-dire 5 personnes qui regardent cette vidéo. Enfin, qui ont un Mac M1 en tout cas. Hey! Ensuite, on a une news de célébration avec le fait que Mozilla a sorti la version 100 de Firefox. C'est plutôt cool. Firefox, si vous ne le savez pas, est le navigateur que je personnellement utilise le plus. J'utilise un petit peu des navigateurs Chrome, basés Chromium, comme Chrome par exemple, pour gérer les chaînes YouTube. C'est juste plus facile. Mais quand je dois aller juste surfer sur le web, lire des articles, regarder des vidéos YouTube, j'utilise exclusivement Firefox. Je le préfère juste, honnêtement, je le trouve stable, je trouve qu'il est plutôt efficace aussi sur les ordinateurs portables, il utilise moins de batterie que tous les navigateurs Chromium. Je sais qu'il y a Brave qui est une bonne alternative, mais je trouve que Brave aussi utilise pas mal... Enfin, comme Brave est basé sur Chromium, il utilise
du coup, il a les mêmes problèmes de forte utilisation de CPU, de Chromium et tout. Ouais, je trouve que Firefox a juste une meilleure utilisation sur la plupart des appareils que je l'ai. Je peux l'utiliser aussi sur mobile. Firefox mobile marche hyper bien. Je peux envoyer des onglets d'un appareil à l'autre grâce à ça. Donc, j'adore Firefox. Et c'est la seule alternative qui est vraiment... Enfin, Chromium est open source, mais voilà. Le truc, c'est que tout est contrôlé du coup par Google. Même Brave, techniquement, est contrôlé par Google indirectement. Et j'aime pas ça. Vous voyez, genre, tout utilise Chromium maintenant. J'aime vraiment pas ça. Donc, j'aime le fait qu'on ait une alternative qui est Firefox. Il y a évidemment d'autres alternatives. Hein. Vous avez Vivaldi notamment. Vous avez une version d'Opera qui existe toujours, il me semble, basée sur l'ancien moteur, mais c'est plutôt compliqué. Parce que Opera, pour information, est passé sur Chromium aussi, donc voilà. Donc Opera JX aussi, c'est Chromium. Chrome, évidemment, c'est Chromium. Brave, c'est Chromium. Tout est sur Chromium. Et du coup, Edge est sur Chromium aussi maintenant, donc yep. Franchement, pour moi, il n'y a pas mieux que Firefox à l'heure actuelle. Je sais que c'est pas pour tout le monde, il y a certaines personnes qui ont des problèmes avec Firefox, mais j'aime vraiment bien. Donc, yep. Félicitations du coup au créateur, enfin Mozilla, pour cette version sans de Firefox et en espérant qu'il y en aura beaucoup plus. Ensuite, nous avons une news qui concerne les téléphones portables ici avec le fait que Samsung a dévoilé l'UFS 4.0. Donc l'UFS, c'est tout simplement le système de stockage, ou plutôt le système de puce mémoire que vous avez pour le stockage sur les téléphones. Donc à peu près tous les téléphones Android en tout cas utilisent forcément des puces UFS. La plupart des téléphones haut de gamme utilisaient des puces UFS 3.2 si je me souviens bien. Il y avait quand même des très bonnes vitesses, mais là nous passons à du 4200 MO à la seconde, ou mégabytes avec un B majuscule, ce qui est une sacrée upgrade. Donc là on est clairement aux vitesses d'un SSD PCI Express 4.0, juste pour vous indiquer. Donc ça va permettre... C'est très utile. En réalité, sur les smartphones, ça va permettre de sauvegarder des photos beaucoup plus vite quand vous les prenez, surtout si elles ont beaucoup de mégapixels. Ça va vous permettre d'ouvrir des applications plus vite parce que ça charge plus vite dans la RAM. Vous avez moins besoin de la RAM du coup aussi parce que le stockage est plus rapide. C'est une bonne chose globalement pour les téléphones. C'est bien d'avoir un très gros processeur, mais si le stockage ne suit pas derrière, voilà. Et du coup aussi, bien souvent avec les... C'est un peu comme la RAM et tout ça, quand ils passent à un nouveau format, donc l'UFS ici 4.0, ils en profitent aussi pour permettre des plus hautes capacités. Donc là, on est toujours à du 1 Tera maximum et c'était déjà globalement la limite de l'UFS 3.2. Mais quand même, là, ça va devenir un petit peu plus standard. Donc, vous devriez voir plus de smartphones avec peut-être au lieu de 64 Go de stockage, vous allez avoir 128. Parce que aussi bien l'UFS 4.0 n'aura même pas une version 64 Go. C'est fort probable. Ça arrive souvent, ça, quand on passe à un nouveau format, qu'ils abandonnent les capacités les plus basses parce que ça n'a plus aucun sens et ils passent seulement à des capacités plus hautes. Donc j'espère que ce sera le cas aussi ici. Donc ça, vous le verrez dans la plupart des smartphones haut de gamme, certainement l'année prochaine, pas tout de suite, pas cette seconde moitié d'année. Ils ont seulement finalisé le standard, maintenant il faut le produire de manière en masse. Et ça prendra du temps. Donc, à mon avis, l'année prochaine, on verra du coup, on peut le dire, SSD ultra rapide. Et c'est une plutôt bonne chose. Il me semble aussi qu'ils utilisent des puces UFS pour faire les cartes micro SD, si je ne m'abuse. C'est peut-être le cas, hein. Ce serait fort probable. Donc, ça veut dire aussi que les cartes micro SD pourraient augmenter en taille. Donc, yep. D'ailleurs, c'est une vidéo que je devrais faire, mais si vous voyez une carte micro SD de 2 Tera, ce n'est pas possible. Ce n'est physiquement pas possible. Parce qu'encore une fois, je vous ai dit, les puces mémoire ici, ce sont les plus petites puces mémoire qui existent, qui rentrent dans des smartphones. Elles font 1 Tera maximum. Donc si vous voyez une carte micro SD de 2 Tera, c'est du fake total. J'en vois souvent sur Amazon, donc je préviens au passage. Mais il faut que je fasse une vidéo là-dessus, sur tout ce qui est faux stockage. Fausse clé USB, faux SSD, faux justement micro SD, faux SD. Il y a un énorme problème là-dessus, ça mérite toute une vidéo. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Ensuite, nous avons le OnePlus 10 Ultra qui commence à se montrer. Donc oui, OnePlus va faire une version Ultra. OnePlus, ils sont passés de l'entreprise que les gens étaient en mode « Waouh, c'est trop bien OnePlus » à l'entreprise où les gens sont en mode « Ah, OnePlus, c'est comme les autres. » Parce que OnePlus a littéralement perdu tout leur avantage. Déjà, ils ont perdu l'avantage du prix.
Ensuite, ils ont perdu l'avantage qu'ils avaient des mises à jour plus rapides que Google. Maintenant, limite, c'est Samsung qui a des mises à jour plus rapides que Google. Genre, Samsung maintenant pousse des mises à jour des fois plus rapidement que Google, c'est pour dire. Donc, ils ont perdu ça. Ils ont même perdu aussi le fait que c'est eux qui font des mises à jour sur le plus longtemps possible sur Android. C'est maintenant Samsung, encore une fois. Donc, ils ont tout perdu. Et qu'est-ce qu'on a gagné en échange? Ben, juste pas grand-chose, honnêtement. Les téléphones OnePlus sont devenus assez... pas ennuyants, mais... bah, si on peut le dire ennuyants. Ils sont au même prix que les autres flagships. Ils n'apportent pas forcément grand-chose de plus. Ils sont intéressants, mais ils ont perdu tout. Un autre truc qu'ils ont perdu aussi, c'est l'interface ultra clean. Maintenant, la plupart des constructeurs le font. Samsung le fait. Et pourtant, Samsung, il y a eu du travail là-dessus. Nous avons évidemment Google. Même Xiaomi le fait. Donc, quels sont leurs avantages maintenant? Et maintenant, ils se disent, tous les constructeurs, Samsung et tout ça, ils font des versions ultra. Nous aussi, on va faire une version ultra. Et je suis en mode, mais pourquoi? Ça sert pas à grand-chose. Je suis sûr que ce sera un bon smartphone, hein? Ne vous me trompez pas, mais c'est juste que je suis en mode, est-ce que c'est vraiment ça que devrait faire OnePlus? Est-ce que c'est de l'innovation? Je ne suis pas convaincu. Je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner. Comme vous pouvez voir, ils ont un module caméra à triple caméra, toujours avec le truc Hasselblad, mais j'aimerais voir vraiment ce que fait Hasselblad aux caméras, parce que j'ai l'impression qu'ils ne font pas grand-chose, donc yep. Ou en tout cas, ils font pas mieux que Samsung, et pour moi, c'est étonnant qu'une entreprise qui est spécialisée caméra depuis hyper longtemps n'arrive pas à battre Samsung ou même Google. C'est assez honteux, franchement. Ou alors c'est juste pour faire joli qu'il y a le nom Hasselblad. Parce que sur le OnePlus 9, c'était basiquement pour faire joli. Hein. Ils ont tweaké un petit peu apparemment les couleurs et tout ça, ce qui est... Réellement, il y avait une petite différence. Hein. Sur le OnePlus 9, ils étaient meilleurs à ce niveau-là. Mais moi, je veux un capteur Hasselblad sous ce truc. Faites quelque chose d'unique, OnePlus. Mettez un fucking capteur Hasselblad là-dessous. Designé par eux qui offre quelque chose d'avantageux par rapport aux autres. Bon, après, le truc, c'est qu'Hasselblad a un grand nom dans le milieu, mais soyons honnêtes, le truc, c'est que la plupart des entreprises sont meilleures maintenant, genre surtout Sony, que ce soit pour les caméras, pour les capteurs pour téléphone, ou même pour les caméras style DSLR et tout ça, ou mirrorless plutôt. Ils font juste meilleur qu'Hasselblad. Hasselblad est souvent juste l'option beaucoup plus chère qui n'apporte pas grand-chose de plus. Donc, yep. On verra toutefois ce que ça donne. Une chose est sûre, moi j'aimerais voir un constructeur de smartphone qui arrive à mettre un énorme capteur de 1 pouce, qui ne fait techniquement pas 1 pouce d'ailleurs, mais j'aimerais voir une entreprise qui va mettre un capteur d'1 pouce dans un smartphone et va réellement l'utiliser, hein, pas comme Sony qui zoome dessus. Hein. Moi je veux vraiment voir ça. Parce que ça permettra d'avoir des bien meilleures photos, beaucoup plus de lumière, meilleure performance en basse lumière, et ça justifiera de payer un petit peu plus cher pour une version ultra. Parce que là, à l'heure actuelle, ouais. Le setup a l'air quand même intéressant. Je sais plus ce que c'est exactement. Oui, c'est apparemment ils utilisent un capteur x5 maintenant au lieu d'un x3, et ça, c'est un choix un peu compliqué. Sur le S22 Ultra, en tout cas, vous avez un setup qui, selon moi, est le meilleur pour un téléphone considéré comme ultra. Vous avez un grand angle normal, vous avez le ultra grand angle, vous avez un x3 et vous avez ensuite un x10. Pourquoi le x3 et le x10? Parce que tout simplement, le x3, ça vous permet d'avoir un téléphoto qui n'est pas trop zoomé, qui est parfait pour les portraits. Et vous avez le mode portrait qui supporte ça dans les téléphones Samsung. Et réellement, je vous le dis, il est vraiment excellent. C'est selon moi quelque chose que, par exemple, Apple devrait absolument faire pour le prochain iPhone. Genre, c'est le x3 en mode portrait, il n'y a rien de mieux. Et puis, vous avez le x10 qui, là, vous permet d'avoir juste le méga zoom. Et c'est quand même pratique, beaucoup moins, mais c'est quand même pratique. J'ai déjà utilisé quelques fois où il y a des fois un objet qui est très loin et vous avez juste envie de le prendre en photo. Et ça vous donne une jolie perspective aussi parce que tout est compressé. Vous ne savez pas trop si ça c'est l'arrière-plan ou si ça c'est l'avant-plan. Et ça donne un look assez professionnel, personnellement je trouve, en tout cas. Et du coup, si vous avez un objet très lointain, bien souvent un bâtiment qui serait par exemple dans une vallée avec de la forêt autour, mais ça permet de faire quelque chose de vraiment sympathique. Donc, je pense que c'est le meilleur setup caméra à l'heure actuelle qui existe sur téléphone. Et évidemment... Merci de ne pas mettre de capteur monochrome, de capteur macro.
Surtout que maintenant, on peut utiliser le grand angle comme une macro. C'est ce que fait Samsung et Apple l'a fait en premier. Ça marche beaucoup mieux. D'ailleurs, le truc macro d'Apple est meilleur que sur Samsung. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que Samsung peut apprendre à Apple, ma foi. Ensuite, quelque chose qui va devenir peut-être plus intéressant, justement ici, c'est le fait que AMD va faire des CPU pour Chromebook. Oui, enfin. Parce que les Chromebooks, alors, il existe déjà des Chromebooks avec CPU AMD, je tiens à le préciser, mais le problème avec les Chromebooks, j'ai parlé dans un précédent Texama Show que je voulais acheter un Chromebook pour justement mettre Steam dessus et tout ça. J'ai regardé les prix et c'est abusé. Genre un Chromebook avec des bonnes specs. Parce qu'un Chromebook pas cher, oui, c'est pas cher. Mais un Chromebook avec des bonnes specs coûte plus cher qu'un laptop Windows avec les mêmes specs. Ou des meilleures specs. C'est une folie. Genre, j'ai vu des Chromebooks haut de gamme qui étaient vendus genre 1000 € avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Et je suis en mode, what the fuck? Genre, même un laptop Windows, vous pouvez avoir 16 Go de RAM bien souvent pour ce prix-là. Pas tous, mais il y en a qui l'ont. Et vous pouvez avoir jusqu'à au minimum 512 Go de stockage. C'est quoi ce délire? Je suis pas censé économiser avec un Chromebook, justement? Donc, ouais, bref, dans tous les cas, vous avez du coup AMD qui va faire plusieurs processeurs pour Chromebook, qui ce seront des versions C pour Chromebook, je suppose. Et du coup, il y a des plutôt bons processeurs. Vous avez du coup un 8 coeurs 16 threads, un 6 coeurs 12 threads, un 4 coeurs 8 threads et même un 2 coeurs 4 threads. Ils sont tous basés sur Zen 3, très important. Et alors par contre, c'est le Ryzen 5 et le Ryzen 7 qui auront la plus grosse quantité de cache. Donc ça, c'est assez important pour les performances bien souvent. Donc le Ryzen 3 est le moins intéressant. Je dirais que le Ryzen 5 sera le plus intéressant. Et du coup aussi, ils sont très efficaces au niveau énergétique comme c'est le cas avec AMD. Alors c'est du coup toujours basé sur Vega aussi. C'est pas des APU de 6e génération. Enfin, 6e génération. C'est pas des APU Ryzen 6000. Ça reste vraiment du Ryzen 5000 ici, mais ce sera quand même très bon pour des Chromebooks. Et comme ça utilise un ancien processus de gravure, parce que ils sont passés à un nouveau processus de gravure pour les Ryzen 6000, et pour les prochains Ryzen, ils vont certainement utiliser encore un nouveau processus de gravure. Ben, ça permettra aussi d'utiliser ces capacités de production de TSMC qui vont être moins utilisées maintenant, parce que tout le monde va passer au nouveau processus de gravure, pour fabriquer des processeurs pas chers. C'est le but des Chromebooks. Donc j'espère qu'on verra des Chromebooks réellement intéressants pour au moins 500 €, quoi. Parce que quand vous devez payer 1000 € pour un Chromebook haut de gamme, qui est pas mieux qu'un laptop Windows à 700 €, c'est franchement une honte, franchement. Et je parle même d'un point de vue construction, ouais. Honnêtement, j'espère réellement que ça va aider un petit peu au niveau des Chromebooks, parce que j'étais assez intéressé de tester les Chromebooks, mais quand j'ai vu les prix, je me suis dit, nope, il n'y a rien d'intéressant avec ça. Donc, ouais. Comme vous pouvez voir, ils ont mis des chiffres de performance, donc voilà. Il y avait apparemment déjà une version Chromebook en réalité, à ce que je vois. Ok, ma foi. Et sinon, la plupart des processeurs que vous avez sur Chromebook, c'est souvent des processeurs Intel. Pas très puissants d'ailleurs. Donc, ouais. Et tiens, justement, en parlant d'Intel, nous avons une rumeur comme quoi les GPU Arc 750 et A580 pourraient sortir fin mai, début juin. Je tablerai plutôt pour juin. Et pourraient sortir pour 350 et 280 $. Donc certainement 350 €, avec un peu de chance. Ce qui est vraiment intéressant. Pour information, c'est pas les plus grosses. La 350 notamment, ce n'est pas le plus gros GPU qu'ils ont. Il y a encore un GPU au-dessus de ça. Donc ce serait une carte qui aurait 8 Go GDDR6, un bus de 128 bits et surtout le prix de 350 $. Et ce serait une équivalente à une RTX 3060. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Même si techniquement la RTX 3060, si vous vous souvenez, au prix où elle est sortie, n'était pas la plus intéressante non plus. Elle n'apportait pas grand-chose. Elle était à peine plus performante qu'une 2060 Super. Et pour à peine moins cher, donc c'était vraiment pas intéressant. C'est juste qu'avec tout ce qui s'est passé dernièrement, finalement, elle a repris en intérêt, surtout si elle est pas chère. Donc ouais. Enfin bref. Battre une 3060 n'est pas non plus exceptionnel, mais s'ils le font pour un prix contenu, et que aussi la chauffe est contenue et tout ça, ce serait une très bonne nouvelle. Nous avons aussi la A380 qui, elle, serait une concurrente à la 3050. Donc ça aussi, pas la carte la plus impressionnante encore une fois, mais si elle est pas chère réellement, 280 $, c'est possible, ça peut être intéressant. Donc j'ai hâte de voir ça. Selon moi, je sais qu'Intel ne va pas révolutionner le monde de la carte graphique, hein,
Mais un acteur de plus ne fera pas de mal et ça mettra un petit peu de feu sous les fesses d'AMD et Nvidia. Et c'est apparemment déjà le cas parce que on a déjà vu les rumeurs comme quoi les prochains GPU Intel, les prochains GPU Nvidia et AMD devraient être très puissants. Ils vont faire une grosse upgrade encore cette génération-ci, donc yep. Mais tiens, justement, en parlant de feu sous les fesses, ça passe plutôt bien pour ça. Vous avez du coup quelqu'un avec une RTX 3090 Ti qui s'est dit « Hey, et si je débloquais le BIOS pour monter jusqu'à 890 watts ?» Alors, c'est juste la limite hein, écrit dans le BIOS. Comme vous pouvez voir, elle peut monter jusqu'à 890 watts, comme l'image le dit ici. Ça ne veut pas dire qu'elle va aller jusqu'à 890 watts. Dans cette test qu'on peut voir ici, voilà, je le vois, port power, 614 watts. Et en réalité, vous avez déjà certaines 3090 Ti sans ce BIOS déverrouillé qui peuvent pratiquement atteindre les 600 watts. Mais quand même, c'est plutôt cool à voir que quelqu'un peut déverrouiller sa 3090 Ti pour chauffer littéralement tout un immeuble grâce à celle-ci. Bon, évidemment, il devra se raccorder un réacteur nucléaire, ce qui peut être un peu embêtant. Ça nous donne une petite prévisualisation aussi des RTX 4000, donc c'est plutôt cool. Enfin, c'est pas cool, justement, c'est très chaud. Mais bref, dans tous les cas, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que ça donne aussi au niveau performance, je sais pas si ça vaut vraiment la peine. Il a même pas posté de chiffre de performance, si je me souviens bien. C'est juste pour le LOL. Honnêtement, c'est juste pour le LOLs. Après, vous pouvez quand même obtenir des meilleures fréquences. Là, il est monté jusqu'à 2160 MHz. En réalité, c'est énorme sur une 3090 Ti. C'est vraiment énorme. Mais bon, vous sacrifiez toute efficacité énergétique pour ça. Genre, pour chaque micro-pourcentage de performance, vous augmentez la consommation fois littéralement pratiquement 2. Donc, yeah. Est-ce que ça vaut la peine? Non. Mais c'est intéressant à voir, je suppose. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texamash aussi. Il n'y a pas plus de news. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texamash aussi. J'aurais pu reparler un petit peu plus de Twitter Elon Musk, mais je fais un break de ça. Je reparlerai aussi récemment bientôt de SpaceX et tout ça. Il y a eu quelques news, même si... C'est pas que ça a été calme, mais ça a été calme au niveau de la progression vers un premier lancement. Mais il y a eu des trucs quand même très importants. Donc ça, j'en parlerai semaine prochaine certainement. En attendant, j'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser les super thanks maintenant en dessous de la vidéo. Et sinon, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!